Ce que vous êtes sur le point de voir s'est produit sur une base militaire devant des centaines de témoins. Un chien de combat décoré, entraîné pour des missions classifiées, était devenu si dangereux que les dresseurs professionnels ne pouvaient plus le contrôler. La décision avait été prise. Il serait euthanasié le lendemain matin, mais une femme que personne ne reconnaissait s'est avancée et a fait quelque chose qui aurait dû être impossible. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si vous appréciez les histoires de loyauté et de courage discret, pensez à vous abonner, car ce qui s'est passé lorsqu'elle est entrée dans ce chenil révélerait un secret que l'armée a tenté d'enterrer. La base militaire de Fort Bridger, avec son installation pour chiens de travail, se trouvait sous un soleil implacable de juin, du genre qui ramollit l'asphalte et fait miroiter l'air au-dessus des terrains de parade. Des drapeaux américains claquaient dans la brise chaude, tandis que les familles arrivaient par les portes principales. Les enfants pressaient leur visage contre les clôtures en grillage pour apercevoir les chiens qu'ils étaient venus voir. C'était la journée de démonstration, un événement organisé 2 fois par an où le public pouvait assister à la précision et à la puissance des unités K-9 militaires américaines. Des couvertures de pique-nique étaient étalées sur les pelouses impeccables. Les téléphones étaient levés en anticipation. Tout semblait parfait. Le Major Cordell Haskins se tenait au podium dans son uniforme de cérémonie, chaque pli assez net pour couper du papier. Son sourire était rodé, sa voix amplifiée par des haut-parleurs qui portaient à travers les terrains. Aujourd'hui, vous verrez les meilleurs chiens de travail de l'armée des États-Unis, annonça-t-il. Des applaudissements polis suivirent. Chacun est un spécialiste hautement entraîné, valant des centaines de milliers de dollars en formation et en expérience. Derrière lui, les dresseurs se tenaient en formation parfaite avec leurs chiens, des malinois et des bergers allemands, tous toilettés et disciplinés, assis au garde-à-vous, tandis que la foule murmurait son appréciation. Mais dans les chenils à l'arrière, loin des caméras, des familles souriantes et des démonstrations soigneusement chorégraphiées, quelque chose n'allait pas du tout. Le bruit vint d'abord, un grognement bas et guttural qui semblait vibrer à travers les murs de béton, puis un cliquetis de métal, violent et rythmé, puis une malédiction étouffée d'un homme. Le sergent-chef Breen Lell se plaqua contre le mur du chenil, respirant fort, une égratignure fraîche saignant le long de son avant-bras. Il manipulait des chiens de travail militaire depuis 15 ans. Il connaissait l'agressivité, il connaissait la réaction de peur, il connaissait la différence entre un chien qui avait une mauvaise journée et un chien qui avait fondamentalement craqué. Razor avait craqué. Le massif berger allemand arpentait son chenil avec l'intensité concentrée d'un prédateur, pas d'un compagnon. Son pelage portait les cicatrices de 3 tours de combat. Une oreille avait une entaille, probablement due à un éclat d'obus. Ses yeux étaient ambrés et sauvages, suivant chaque mouvement à l'extérieur de sa cage avec une intelligence qui le rendait plus effrayant. Pas moins, une plaque métallique sur la porte du chenil indiquait sa désignation en lettres capitales. Razor, RCVD 223. Combat au pair, haut risque. Le lieutenant Giannis Howell s'approcha avec 2 autres dresseurs. Son visage affichait l'expression d'un homme à court d'options. Il était le chef des K-9 de l'installation, responsable de chaque chien sur la base, et Razor était devenu son plus grand échec. La démonstration commence dans 10 minutes, dit-il calmement. Il est censé être là-bas. C'est un chien de combat décoré. Les familles veulent voir un héros. Ce n'est plus un héros, répondit Breen, pressant une compresse de gaz contre son bras. C'est un danger. C'est le 3e dresseur ce mois-ci. Ils avaient tout essayé. Spécialistes du comportement. Protocoles de formation modifiés, medicaments. Rien n'avait fonctionné. Razor avait servi son pays avec distinction. Il avait reçu la médaille K9 du courage, accompli des missions dans des endroits dont le public n'entendrait jamais parler. Mais quelque chose s'était brisé en lui. Il refusait les commandes. Il se jetait sur les dresseurs. Il ne mangeait que si son bol était placé dans son chenil par une longue perche. La dernière fois que quelqu'un avait essayé de le mettre en laisse pour un examen médical de routine, il avait mordu à travers un gant en cuir et presque cassé le poignet du dresseur. Nous devons essayer. Dites Giannis, une fois de plus, pour l'image si ce n'est de rien d'autre. Breen regarda le lieutenant comme s'il avait suggéré de marcher dans un champ de mine. Vous n'êtes pas sérieux. Si je le suis, on le muselle, on le sort. On montre à la foule que même nos cas les plus difficiles reçoivent des soins et de l'attention, puis on le ramène. Et demain, on fait ce qui doit être fait. Les mots planaient dans l'air, non dites mais compris. Demain, Razor serait euthanasié. Les papiers étaient déjà prêts. La décision était finale. Cette démonstration serait sa dernière apparition publique. Bien que la foule ne le sache pas, il verrait juste un chien qui semblait dangereux,
renforçant les peurs qu'ils avaient déjà sur les animaux militaires trop agressifs pour la vie civile. Il fallut les 3 dresseurs et une perche pour attraper Razor, le museler et le faire bouger. Il se battait à chaque pas, ses pattes grattant contre le béton, ses muscles tendus sous son pelage cicatrisé. Ses yeux ne cessèrent de scanner, cherchant quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait identifier. Quand ils le sortirent enfin, la lumière du soleil semblait l'empirer. Sa tête pivotait à gauche et à droite, ses narines dilatées, tout son corps tendu comme un ressort chargé. La voix du Major Haskins retentit à travers l'arène de démonstration, et maintenant, l'un de nos vétérans les plus distingués, Razor, récipiendaire de la médaille K9 du courage, a servi 3 tours dans des opérations classifiées et représente le plus haut niveau de formation que notre programme puisse atteindre. La foule se pencha en avant tandis que Razor entrait dans l'arène, puis elle devint très silencieuse, car ce n'était pas ce qu'ils avaient attendu, ce n'était pas un fier chien militaire démontrant l'obéissance et l'habileté, c'était quelque chose de plus proche d'un prédateur en cage, enfin libéré pour chasser. La tête de Razor restait basse, son regard balayant la foule d'une manière qui semblait délibérée, méthodique. Quand Breen essaya de le guider à travers une commande de base au pied, Razor ne le remarqua même pas. Le dresseur aurait aussi bien pu être invisible. Razor, assise, commanda Breen, sa voix se brisant légèrement. Le chien l'ignora complètement. Un enfant au premier rang pointa du doigt. « Maman, pourquoi il n'écoute pas ?» Giannis entra dans l'arène, tentant de prendre le contrôle. Il avait manipulé des centaines de chiens dans sa carrière. Il savait comment projeter l'autorité, comment lire le langage corporel canin, comment rediriger un comportement indésirable. Mais quand il s'approcha de Razor, les lèvres du chien se retroussèrent derrière la muselière. Un son émana de sa gorge qui fit reculer plusieurs personnes dans la foule. Puis Razor se jeta contre la clôture périphérique, pas vers une personne en particulier, juste vers la foule en général. Testant la barrière, les familles trébuchèrent les unes sur les autres, essayant de créer de la distance. Une femme hurla, un bambin se mit à pleurer. La démonstration soigneusement orchestrée se dissolut en chaos en quelques secondes. « Dégagez l'arène », ordonna le Major Haskins. Son sourire rodé se fissura enfin. Tout de suite, les dresseurs s'approchèrent de tous côtés, utilisant des perches et des commandes que Razor continuait d'ignorer. Ils parvinrent à le traîner vers les chenilles, tandis que la foule murmurait entre elles. « Ce chien est dangereux. Pourquoi l'ont-ils même sorti? Il devrait être euthanasié. » Les murmures suivirent Razor tout le long du terrain, un chœur de jugement de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'il avait fait pour elles, de ce qu'il avait sacrifié dans des endroits qu'elles ne verraient jamais. Au dernier rang des gradins d'observation, loin des familles et de leurs couvertures de pique-nique, une femme était assise seule. Elle portait un pantalon cargo et des bottes de randonnée usées malgré la chaleur. Une veste en toile qui ressemblait à du surplus militaire, mais sans insigne. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux. Elle n'avait pas l'air d'appartenir à une démonstration familiale, mais elle n'avait pas non plus l'air militaire. Elle existait dans un espace indéfini entre les mondes. Elle avait observé Razor avec une expression difficile à lire. Pas de la peur, pas de la pitié, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Bien que cela semble impossible, sa main reposait sur son genou, ses doigts tapotant un rythme délibéré. Tap, tap, pause, tap, 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 pause, tap, encore et encore, comme si elle comptait quelque chose ou envoyait un message dans un code qu'elle seule connaissait. Quand les dresseurs traînèrent Razor devant sa section, quelque chose changea. Sa tête se tourna dans sa direction au milieu de la lutte. Pendant une seconde, peut-être 2, son agitation s'arrêta. Ses narines se dilatèrent largement. Ses yeux se verrouillèrent sur sa position dans les gradins avec une concentration qu'il n'avait montrée à personne d'autre. Puis les dresseurs le tirèrent au coin et il disparut. De retour vers les chenilles et sa cellule de béton, la femme se leva lentement tandis que tous les autres se dirigeaient vers les sorties, traitant ce qu'ils avaient vu, discutant si la démonstration devait continuer. Elle marcha dans la direction opposée, vers la zone restreinte, vers les chenilles. La sécurité ne l'arrêta pas. Personne ne sembla la remarquer du tout. 30 minutes plus tard. L'argument était bien engagé dans la salle d'observation à l'extérieur du chenil 7. Razor avait été enfermé. Moussala, encore tremblant d'adrénaline de la démonstration, à travers la vitre renforcée, ils pouvaient le voir tourner en cercle serré, ne se calmant jamais. À l'extérieur, Giannis et Breen se tenaient avec le Major Haskins et le Dr. Imani Sutter, une psychologue comportementale engagée pour évaluer les cas problématiques. Le Dr. Sutter tenait une tablette, faisant défiler des notes et des données, avec l'efficacité détachée de quelqu'un qui avait fait ce type de recommandation auparavant.
Il est au-delà de la réhabilitation, dit-elle. Cas typique de TSPT sévère. Anxiété de séparation du dresseur. Dommages neurologiques possibles dus à l'exposition aux explosions. Les schémas d'agressivité s'aggravent. Le refus de répondre à tout dresseur suggère une rupture complète dans les fondations de la formation. Que recommandez-vous? Demande le Major Haskins, bien que son ton suggère qu'il le savait déjà. Une pause juste assez longue pour peser lourd. Euthanasie humaine avant que quelqu'un ne soit sérieusement blessé. Breen se tourna, soudain très intéressé par le sol. Même Giannis, généralement rigide dans son engagement envers le protocole, changea de poids inconfortablement. Ils avaient tous su que cela arrivait. Ils en avaient discuté en privé, passé en revue les options, consulté les manuels. Mais l'entendre prononcer à voix haute le rendait réel d'une façon que la paperasse ne pouvait pas. Donnez-moi 2 semaines de plus. Tenta Giannis, bien que sa voix manque de conviction. Vous avez eu 3 mois. Lieutenant, dit Haskins calmement. Nous avons tout essayé. 6 dresseurs différents. 4 protocoles de formation. Medicaments. Modifications environnementales. Aucun dresseur ne peut le contrôler. Il est un danger pour le personnel et une responsabilité pour cette installation. Demain matin, je signe les papiers. Les mots s'installèrent sur la pièce comme de la poussière. Razor serait euthanasié à 8 heures le lendemain. Un vétéran de combat décoré. Un chien qui avait sauvé des vies dans des opérations dont personne n'était autorisé à discuter serait abattu dans la même installation censée s'occuper de lui. Parce qu'il était devenu gênant. Parce qu'il ne coopérait pas. Parce que le système n'avait pas de place pour les choses brisées. Même quand le système était ce qui les avait brisées, je peux le contrôler. La voix vint de derrière eux, calme mais absolument certaine. Tout le monde se tourna. La femme des gradins se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait les mains dans les poches de sa veste, sa posture détendue, son expression sereine. Elle n'avait pas l'air nerveuse ou hésitante. Elle avait l'air de quelqu'un qui énonçait un simple fait. « Madame, c'est une zone restreinte. » Commença Giannis, sa main se dirigeant vers sa radio. « Vous devez partir immédiatement. »« Je peux le contrôler. » répéta-t-elle plus doucement cette fois. Ses yeux étaient sur Razor à travers la vitre, pas sur les hommes essayant d'établir leur autorité. « Laissez-moi essayer. » Breen Filet Rear. « Madame, sans offense. Mais nous avons eu des dresseurs professionnels qui ont essayé, des dresseurs avec 20 ans d'expérience. Ce chien a attaqué 3 personnes différentes le mois dernier. Il ne répond pas aux commandes. Il ne répond pas au renforcement positif. Il reconnaît à peine que les humains existent. » La femme les regarda enfin. « C'est ce que vous pensez. Qu'il ne reconnaît pas les humains. » Elle inclina légèrement la tête. « Il vous reconnaît très bien. Il a choisi de ne pas vous obéir. C'est différent. » « Excusez-moi. » Haskins s'avança, sa présence de commandement remplissant la petite pièce. « Razor, » dit-elle, toujours immobile dans l'encadrement de la porte. Désignation sérielle MWD 447, entraîné à la base aérienne de Lackland en 2019, déployé en mars 2020, spécialisé dans la détection d'explosifs, localisation de cibles de haute valeur et protection personnelle pour opérateurs de niveau 1. Elle récita les informations comme si elle lisait un fichier mémorisé. Il a été séparé de son dresseur principal depuis 2 ans et 4 mois. C'est pourquoi il ne répond à personne. Comment pouvez-vous savoir cela? Les doigts du Dr. Sutter avaient arrêté de défiler. Son détachement professionnel se fissura juste assez pour montrer une surprise génuine. La femme ne répondit pas. Elle se dirigeait déjà vers la porte du chenil. Giannis bougea pour lui barrer le chemin, mais quelque chose dans la façon dont elle maintenait le contact visuel fit tomber sa main de sa radio. Il n'y avait pas de défi dans son regard, pas d'agressivité, mais il y avait quelque chose qui le fit hésiter. Une qualité qu'il avait vue avant chez des opérateurs qui avaient passé trop de temps en zone de combat, une certitude calme qui venait d'endroits où la plupart des gens n'avaient jamais à aller. 5 minutes, dit-elle. Si je ne peux pas le calmer en 5 minutes, vous pouvez me sortir et procéder à votre plan. C'est insensé, murmura le Dr. Sutter. Le Major Haskins étudia la femme pendant un long moment. Quelque chose dans sa tenue, sa façon de se tenir, l'économie de ses mouvements. Elle ne se portait pas comme une civile, mais elle ne portait pas d'uniforme. Elle n'avait aucun rang visible, aucune identification, aucune autorisation pour être dans cette zone. Pourtant, elle avait traversé la sécurité, trouvé les chenils et savait d'une manière ou d'une autre des détails sur Razor qui n'étaient pas dans les archives publiques. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit pas. « 5 minutes. » dit enfin Haskins. « Mais s'il charge, on vous sort immédiatement. Non négociable. » La femme hocha la tête une fois. Breen déverrouilla la grille du chenil avec des mains qui n'étaient pas entièrement stables.
À l'intérieur, Razor se leva. Ses poils se hérissèrent. Un grognement bas se construisit dans sa poitrine, vibrant à travers la muselière. Chaque dresseur dans cette pièce savait ce que ce son signifiait. C'était le son qu'un chien fait juste avant d'attaquer. Elle entra. La porte claqua derrière elle. Et puis elle fit quelque chose qui violait tous les protocoles de sécurité qu'ils avaient appris. Elle s'agenouilla, lentement, délibérément. Elle s'abaissa sur le sol en béton, puis elle tourna le dos au chien. Elle va se faire déchiqueter, murmura Breen, son visage pressé contre la vitre d'observation. Mais Razor était devenu complètement silencieux. Le grognement s'arrêta, ses poils restaient hérissés. Mais son langage corporel passa de l'agressif à autre chose. De la confusion peut-être? Ou de la reconnaissance? Sa tête s'inclina, ses oreilles pivotant en avant, toute son attention verrouillée sur cette femme qui s'était rendue vulnérable d'une façon qui n'avait aucun sens tactique. Puis, si calmement que les microphones le captèrent à peine, elle dit un seul mot. Le mot n'était pas de l'anglais. Ce n'était pas une langue que les dresseurs reconnaissaient. C'était court, 2 syllabes, prononcées comme un souffle, tikkun. Les oreilles de Razor se dressèrent complètement. Son poids se déplaça vers l'avant sur ses pattes avant. La femme étendit sa main gauche derrière son dos, paume vers le haut, doigts arrangés dans une configuration qu'aucun d'eux n'avait vue auparavant. Son pouce touchait son petit doigt. Ses 3 doigts du milieu étaient étendus à des angles différents, créant une forme qui semblait délibérée, pratiquée, spécifique. Razor fit un pas en avant, puis un autre. Il n'était pas en mode track. Il approchait comme un chien approche quelque chose de familier mais inattendu, comme trouver un vieux jouet dans un nouvel endroit, prudemment mais irrésistiblement. Que fait-elle? Le Dr. Sutter se pencha contre la vitre. La femme fit un autre signal de la main droite. Un geste rapide au niveau de la taille, un flic du poignet, 2 doigts étendus, un motif qui dura moins d'1 seconde. Razor s'assit immédiatement, parfaitement. Ses hanches touchèrent le sol en béton avec une précision militaire, son dos droit, son attention absolue. Ce n'est pas une commande standard, souffla Janice. Je n'ai jamais vu ce signal dans aucun manuel. La femme se tourna enfin vers Razor. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement à travers la muselière qui les séparait. Tout le corps du chien tremblait maintenant, mais pas d'agressivité, quelque chose d'autre. Quelque chose que les dresseurs ne pouvaient pas tout à fait identifier. Puis Razor émit un son qu'aucun d'eux n'attendait. Pas un grognement, pas un aboiement, un gémissement aigu, désespéré, le son d'un chien qui avait trouvé quelque chose qu'il pensait perdu pour toujours, le son du chagrin, de l'espoir et de la reconnaissance compressés en une note brisée. La composure de la femme se fissura pendant 1 seconde, sa mâchoire se serra, ses yeux brillèrent. Sa main se dirigea vers la boucle de la muselière, et tout le monde dans la salle d'observation se tendit, mais Haskins leva la main pour les empêcher d'intervenir. Elle déboucla la muselière lentement, prudemment, et la laissa tomber. « Salut, mon garçon !» murmura-t-elle. Razor franchit la distance en 2 bonds et enfonça sa tête dans sa poitrine, avec assez de force pour renverser la plupart des gens, mais elle était prête. Elle le rattrapa, enroula ses bras autour de son cadre massif, et le chien le plus dangereux de la base fondit en elle, comme s'il avait attendu toute sa vie pour ce moment exact. Ses pattes montèrent autour de ses épaules. Sa tête pressée dans le creux de son cou, ce gémissement désespéré continua, étouffé maintenant contre sa veste. À l'extérieur du chenil, personne ne parla. Personne ne bougea. Ils assistaient à quelque chose qui n'aurait pas dû être possible selon tous les principes de comportement animal qu'ils avaient étudiés. Un chien qui avait rejeté 6 dresseurs, qui avait mordu à travers des équipements de protection, qui avait été diagnostiqué comme au-delà de la réhabilitation, agissait comme s'il venait d'être réuni avec quelqu'un qu'il aimait. « Ouvrez la porte !» Appel à la femme, sa voix stable malgré le chien de 36 kilos, essayant de grimper sur ses genoux. « Madame, nous ne pouvons pas juste... » commença Janice. « Ouvrez la porte. » Le Major Haskins hocha la tête. Breen la déverrouilla, ses mains tremblant légèrement. La femme se leva et Razor se déplaça immédiatement à son côté gauche, pas exactement aux pieds, mais positionné à côté d'elle avec le genre de précision qui parlait de milliers d'heures de formation. Pas de laisse, pas de collier, pas de muselière. Juste un chien et une femme se déplaçant ensemble comme s'ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. Elle émergea dans la salle d'observation et chaque dresseur recula instinctivement. La femme s'arrêta au centre de l'espace et ce qui suivit fut la démonstration de manipulation K9 la plus extraordinaire que quiconque dans leur carrière avait vue. Elle commença avec des commandes de base, mais rien n'était basique.
Ces signaux manuels étaient différents de tout protocole standard, des mouvements nets et minimaux auxquels Razor répondait instantanément. Elle parlait dans cette langue étrange et coupante, des mots qui sonnaient vaguement moyen-orientaux, mais qui n'étaient ni de l'arabe, ni de l'hébreu, ni rien que leurs applications de traduction ne pouvaient identifier. Razor exécutait chaque commande avec la précision d'une machine. Des schémas de recherche complexes, des changements de direction indiqués par des gestes si subtils qu'ils étaient presque invisibles. Des simulations de morsure sans équipement de protection où Razor chargeait, s'arrêtait à quelques centimètres de son bras et tenait la position jusqu'à la libération. Des positionnements médicaux où elle examinait ses dents, ses oreilles et ses pattes sans résistance. La séquence entière prit peut-être 5 minutes. Et à la fin, chaque personne dans cette pièce comprit qu'ils assistaient à quelque chose bien au-delà de la formation K9 militaire standard. Quelle est cette langue? Demanda enfin le Dr. Sutter, son scepticisme professionnel remplacé par une curiosité génuine. La femme ne brisa pas sa concentration sur Razor. Protocole de communication opérationnel. Classifié. Classifié, répéta Breen. J'ai manipulé des K9 depuis 15 ans. J'ai entraîné avec les SEAL, avec les forces spéciales, avec chaque unité de niveau 1 qui utilise des chiens. Je n'ai jamais entendu cette langue. Pas pour ces scans, dit-elle simplement. Johnny sortit son téléphone et commença à enregistrer. Montrez-moi la commande de rappel. Le standard. La femme haussa un sourcil, mais obtempéra. Elle envoya Razor à travers la pièce d'un geste, juste un léger mouvement de la main. Il partit immédiatement, traversant jusqu'au mur opposé et s'asseyant au garde-à-vous. Giannis appela. Razor, viens. Le chien ne le regarda même pas. Il aurait aussi bien pu parler au mur. Giannis essaya à nouveau. Plafort, utilisant la commande de rappel standard que chaque chien de travail militaire aux États-Unis était censé reconnaître, Razor resta parfaitement immobile, ses yeux verrouillés sur la femme. Elle fit un signal manuel, un tapotement rapide sur sa cuisse avec 2 doigts à peine visibles. Razor pivota et revint instantanément, reprenant sa position à son côté, comme s'il avait été attaché à elle par une ligne invisible. Il a été déprogrammé des commandes standards, expliqua-t-elle d'un ton factuel. C'est un protocole de sécurité. Les chiens entraînés pour des opérations covert ne peuvent répondre qu'à l'ensemble de commandes uniques de leur dresseur désigné. Cela empêche la capture et la réutilisation par l'ennemi. Si quelqu'un prend le chien, il devient inutile pour eux. Et vous êtes son dresseur désigné, dit lentement le Major Haskins, assemblant les pièces. Oui. Quel est votre nom? Elle hésita, juste assez longtemps pour que ce soit notissable. Les civils m'appellent Devora, Dev. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, dit Haskins. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Giannis vibra dans sa main. Il jeta un œil à l'écran et son visage pâlit. Monsieur, dit-il calmement, tournant le téléphone vers le Major Haskins. C'était un résultat de recherche dans une base de données militaire. La plupart du fichier était caviardé, des barres noires couvrant des sections entières, mais certains mots étaient invisibles. Guerre navale spéciale, opération de niveau 1, spécialiste dresseur, et en haut, en lettres grasses, qui rendaient les lourds caviardages encore plus omineux. Un seul mot, indicatif d'appel, nomade. Si vous avez déjà assisté à un moment qui a tout changé, un moment où la vérité a émergé après avoir été enterrée, partagez cette histoire. Parfois, les liens que nous ne voyons pas sont les plus forts. Parfois, les guerriers qui servent en silence sont ceux qui sacrifient le plus. Abonnez-vous pour entendre comment cette histoire se termine. Et rappelez-vous que la loyauté ne disparaît pas juste parce que quelqu'un essaie de l'effacer. L'écran de la base de données brillait sous l'éclairage fluorescent de la salle d'observation. Ce seul mot, nomade, trônait au-dessus de couches de texte caviardées, comme une étiquette d'avertissement sur quelque chose de dangereux. Johnny tenait son téléphone à un angle où tout le monde pouvait le voir, mais personne ne parla. Il traitait ce que cela signifiait, essayant de réconcilier la femme debout calmement avec Razor à son côté, contre les opérations classifiées que cet indicatif représentait. Le mot se répandit à travers Fort Bridger, comme l'électricité dans l'eau. Dans l'heure, chaque dresseur sur la base savait que quelque chose d'impossible s'était produit au chenil 7. Les histoires variaient en détail, mais s'accordaient sur l'essentiel. Une femme civile avait marché dans une zone restreinte, était entrée dans un chenil avec le chien le plus dangereux de l'installation et en était sortie indemne. Plus qu'indemne, elle avait démontré un contrôle que des dresseurs professionnels avec des décennies d'expérience ne pouvaient pas atteindre.
Le réfectoire de l'installation devint un centre impromptu de collecte d'informations. Les dresseurs se regroupèrent autour des tables dans la salle à manger, téléphone sorti, cherchant dans des bases de données, échangeant des théories, essayant d'assembler des informations à partir de fragments et de rumeurs. L'énergie était électrique, chargée de la tension particulière qui vient quand les gens réalisent qu'ils ont assisté à quelque chose de significatif, mais ne comprennent pas encore ce que cela signifie. Le sergent-chef Breen Lell s'assit avec le caporal Reese Cade et le sergent Nelani Vega à une table d'angle, leur voix basse malgré le murmure général de conversation remplissant l'espace. Reese était plus jeune, peut-être 26 ans, avec le genre d'enthousiasme qui n'avait pas encore été usé par la bureaucratie militaire. Nelani avait 12 ans de service, des yeux perçants et une réputation pour poser des questions qui mettaient les officiers mal à l'aise. OK. Parlons franchement. Dit Reese, se penchant en avant, comment une femme s'en rend visible, sans uniforme, sans identification apparaît-elle, et manipule un chien que 3 d'entre nous ne pouvaient pas contrôler. Un chien programmé pour l'euthanasie parce que les dresseurs professionnels avaient abandonné. Breen secoua la tête lentement, encore en train de traiter. J'ai fait ça depuis 15 ans. J'ai entraîné avec chaque unité de niveau 1 qui utilise des K9. J'ai vu les meilleurs dresseurs au monde travailler. Ce qu'elle a fait n'était pas juste une bonne manipulation. C'était autre chose entièrement. Nelani faisait défiler son téléphone, son expression concentrée. J'ai appelé un ami au GSO, quelqu'un en qui j'ai confiance. Je lui ai demandé sur l'indicatif nomade. Vous savez ce qu'il m'a dit? Quoi? Demanda Reese. Il a dit, si tu demandes sur Nomade, tu en sais déjà trop, puis il a raccroché. Les 3 restèrent assis avec ça un moment. Autour d'eux, d'autres conversations bourdonnaient avec une confusion similaire. Quelqu'un avait sorti le journal des visiteurs officiels de la démonstration. Devorah Sai s'était enregistré comme invité civil, listant son adresse comme transitoire, sa raison de visite comme intérêt personnel. Rien d'inhabituel, sauf qu'elle avait d'une manière ou d'une autre contourné chaque point de contrôle de sécurité entre l'entrée et la zone restreinte du chenil sans que quiconque ne l'arrête ou même ne la remarque. Elle n'avait pas d'autorisation. Dit Breen calmement. La sécurité aurait dû l'arrêter à la porte, aurait dû l'arrêter à nouveau au bâtiment administratif, aurait dû définitivement l'arrêter avant qu'elle n'atteigne les chenils. Mais selon les logs, personne ne l'a fait. Peut-être, dit Nelani encore plus calmement, que la sécurité ne l'a pas vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Reese fronça les sourcils. Ça veut dire que si elle est ce qui je pense qu'elle est, si cet indicatif signifie ce que je pense, alors elle est entraînée à se déplacer dans des espaces sans être remarquée, à être exactement où elle doit être sans déclencher d'alerte. Ce n'est pas de l'invisibilité, c'est autre chose. Conscience opérationnelle. La conversation s'arrêta quand le lieutenant Giannis passa devant leur table, se dirigeant vers l'aile administrative. Il avait l'air d'un homme portant des informations qu'il n'était pas sûr de vouloir posséder. Sa posture rigide habituelle s'était adoucie en quelque chose de plus proche de l'incertitude, et les dresseurs qui avaient servi sous lui pendant des années reconnaissaient cela comme profondément inhabituel. Dans le bureau du Major Haskins, l'air semblait lourd malgré la climatisation à pleine puissance. Haskins était assis derrière son bureau, un dossier mince ouvert devant lui, des pages lourdement caviardées, tant d'encre noire couvrant le texte que les espaces blancs semblaient accidentels. Dev était assise en face, Razor couché à ses pieds, avec le genre de calme qu'il n'avait pas affiché depuis son arrivée à l'installation 2 ans plus tôt. J'ai passé quelques appels, dit Haskins prudemment. Des appels très spécifiques à des personnes très spécifiques. La plupart m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas discuter de vous. 2 m'ont dit de lâcher l'affaire entièrement. Un colonel que je connais depuis 20 ans, m'a dit de vous traiter avec respect et de rester en dehors de votre chemin. L'expression de Dev ne changea pas. Elle était assise avec les mains pliées sur ses genoux, sa posture détendue mais attentive. La respiration de Razor était le seul son dans la pièce pendant plusieurs secondes. Donc, voici ce que je vais vous demander. Continua Haskins. Et vous pouvez choisir de répondre ou non. Êtes-vous le matelot-chef de première classe de Vorasai, anciennement attaché au groupe de développement de la guerre navale spéciale? Le silence s'étira à travers la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi jetait de longues ombres sur les terrains de parade. Les familles étaient parties depuis longtemps. La zone de démonstration était vide. Du ruban jaune de mise en garde marquait encore l'endroit où Razor avait été traîné. Anciennement, dit enfin Dev. Libéré quand? Il y a 2 ans. Séparation médicale. Haskins regarda le dossier.
Il dit ici libération administrative suite à un incident classifié. Honorable. Mais avec plus de caviardage que je n'en ai jamais vu dans un dossier de service. Il tourna une page. Le dossier de Razor dit que son dresseur a été tué au combat en 2023. Accident d'entraînement lors d'opérations conjointes. C'est le dossier officiel. Les dossiers officiels sont souvent incomplets. Donc, vous n'avez pas été tué? Non! Mais ils ont dit que je l'étais. C'était plus facile comme ça. Plus facile pour qui? Pour tout le monde impliqué. La voix de Dev reste à niveau, factuel. Plus facile de m'effacer que d'expliquer ce qui a mal tourné. Haskins s'adossa à sa chaise. L'étudiant, la lumière de la fenêtre attrapa le côté de son visage, mettant en évidence une petite cicatrice le long de sa mâchoire qui pouvait provenir d'un éclat d'obus ou de verre brisé ou d'une douzaine d'autres possibilités violentes. Et Razor était là, même opération. Il n'a pas bien géré la séparation? Moi non plus. Pourquoi revenir maintenant? Je n'avais pas prévu. J'étais de passage. J'ai vu l'annonce de la démonstration en ligne. Je voulais le voir une dernière fois avant que vous ne fassiez ce que vous prévoyez de faire. Avant que nous ne l'euthanasions, Dev hocha la tête, sa gorge se serrant légèrement. Oui. Haskins ferma le dossier et se leva, marchant vers la fenêtre. La base s'étendait en dessous de lui, ordonnée et contrôlée, tout à sa place désignée. Eh bien, dit-il calmement, ça n'arrivera pas maintenant. Je réintègre Razor au service actif. Effectif immédiatement. La tête de Dev se releva brusquement, la première vraie surprise brisant son extérieur contrôlé. Mais il y a une condition. Continua Haskins. Il ne répond qu'à vous, ce qui signifie que vous venez avec lui, consultante civile and manipulation de chiens. Vous travaillez avec Razor. Vous nous aidez à comprendre ses protocoles. Vous entraînez nos gens dans les techniques spécialisées que vous avez utilisées. Monsieur, je ne suis plus dans l'armée. Je ne peux pas juste être réintégré parce que c'est pratique. Je ne vous réintègre pas. Je vous embauche. C'est différent. Haskins se tourna de la fenêtre. Je me fiche de votre statut officiel. Je me fiche de ce qui s'est passé en 2023. Ce qui m'importe, c'est que j'ai un chien valant un demi-million de dollars en formation qui a été considéré comme brisé. Et vous venez de prouver en 5 minutes qu'il est pleinement opérationnel. Ce n'est pas une ressource que je peux me permettre de gaspiller. La porte s'ouvrit à la volée. Le lieutenant Giannis se tenait dans l'encadrement, essoufflé, son expression composée habituelle remplacée par quelque chose de plus proche de l'alarme. « Monsieur, nous avons un problème. » « Quel genre de problème? » La sécurité a signalé quelque chose de ce matin pendant la démonstration. L'un des visiteurs, il n'était pas vraiment enregistré, faux identifiant. Les images de surveillance l'ont capturé en train de photographier les plans de l'installation avec une caméra cachée dans sa veste. La mâchoire de Haskins se serra. Où est-il maintenant? Parti juste après la fin de la démonstration. Mais monsieur, Yannis jeta un œil à Dev. Il demandait spécifiquement sur Razor, voulait connaître son historique opérationnel, son dossier de déploiement. Quel dresseur avait travaillé avec lui? Dev se leva lentement. Razor se leva avec elle, tout son comportement passant de détendu à alerte en un battement de cœur. Ses oreilles pivotèrent en avant, son poids équilibré sur ses 4 pattes, prêt à bouger dans n'importe quelle direction. La transformation était si complète que Giannis fit un pas en arrière involontaire. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Haskins, observant le visage de Dev. Quelqu'un sait. Sait quoi? Ce que Razor et moi avons vraiment fait et pourquoi ils ont essayé de nous effacer. La salle de conférence sécurisée dans l'aile administrative de la base avait été conçue pour des briefings classifiés. Ses murs étaient doublés de matériaux bloquant les signaux, ses fenêtres couvertes de stores qui n'étaient jamais ouverts. La pièce était maintenant bondée. Le Major Haskins à la tête de la table, le lieutenant Giannis prenant des notes sur une tablette sécurisée, le Dr. Imani Sutter essayant encore de réconcilier son évaluation psychologique avec ce qu'elle avait vu, le capitaine Eller Strand, le chef de la sécurité de la base, un homme qui avait passé 20 ans dans le renseignement militaire et dont l'expression suggérait qu'il était plusieurs étapes en avance sur tout le monde dans la pièce. Sur l'écran principal, un flux vidéo affichait une silhouette, le visage obscurci par une distorsion numérique délibérée. La voix qui émanait des haut-parleurs était traitée, neutre en genre. Impossible à identifier, Dev se tenait à la tête de la table, Razor à son côté. Elle avait retiré sa veste, révélant un t-shirt gris uni et des bras portant leurs propres cicatrices. Ses doigts tapotaient contre sa cuisse dans ce même rythme dégradant. Tap, tap, pause, tap. Haskins ordonna. Parlez. Dev prit une inspiration.
En 2023, Razor et moi étions attachés à une force opérationnelle conjointe opérant au Levant. Notre spécialité était la localisation d'HVT, cibles de haute valeur. Razor n'était pas juste entraîné pour les explosifs. Il pouvait traquer des signatures chimiques spécifiques, parfums, médicaments, marqueurs diététiques, composés pharmaceutiques indiquant certaines conditions de santé. Il pouvait identifier une cible dans une foule de centaines basée sur des profils olfactifs que nous avions construits sur des mois de collecte de renseignements. Bon, quel genre de cible? Demanda le capitaine Strand, bien que son ton suggère qu'il soupçonnait déjà la réponse. La voix distordue de l'écran interrompit. Le genre qui n'existe pas dans les briefings officiels. Le genre que des gens puissants paient des ressources significatives pour garder enterré. Qui êtes-vous? Demanda Janice. Quelqu'un qui a aidé, qui a simulé la mort du matelot-chef Sai quand l'opération sur laquelle elle était a été compromise. Quelqu'un qui traque les personnes responsables de cette compromission depuis lors. Dev continua, sa voix stable mais froide d'une façon qui faisait baisser la température de la pièce. Nous avons traqué un courtier en armes, un marchand international, avec des connexions à des acteurs étatiques, des organisations terroristes, des corporations militaires privées. Son réseau déplaçait tout, des armes légères aux précurseurs chimiques aux composants électroniques pour la construction d'iode. Il opérait sous de multiples identités, mais le renseignement lui avait donné un nom de code. Seraph. Le docteur Sutter fronça les sourcils. Pourquoi ce nom? Parce qu'il collectait des informations comme les typographes collectent des polices. La voix de l'écran expliqua. Différentes identités pour différents marchés, chacune soigneusement crafted, chacune assez authentique pour passer l'examen. Il avait du levier sur des gens dans de multiples gouvernements, y compris le nôtre. Combien de leviers? Demanda Haskins. Assez pour que quand nous l'avons enfin localisé, dit Dev, et que Razor a confirmé son identité par correspondance olfactive, l'ordre est venu de se retirer. Pas de capture, pas d'arrestation, pas d'engagement. On nous a dit de détruire tous les renseignements, de nous retirer de la zone et d'oublier que nous l'avions vu. La pièce devint très silencieuse. À l'extérieur, quelque part sur la base, quelqu'un dirigeait des exercices. Le son étouffé d'aboiements de chiens filtrait à travers les murs isolés comme des échos d'un autre monde. J'ai refusé. Dites simplement Dev. J'avais des preuves. Enregistrements numériques, échantillons biologiques que Razor avait collectés du lieu de la cible, documentation photographique, preuve de l'identité de Serif, de son emplacement, de la structure de son réseau, tout ce qu'il fallait pour démanteler son opération. Et ils vous ont libéré pour ça. Dit lentement le Dr. Sutter, la comprehension dawning. Ils ont essayé de faire pire, dit la voix de l'écran. L'accident d'entraînement qui était censé tuer le matelot-chef Sai, c'était censé être réel. L'opération conjointe était compromise. Quelqu'un dans la chaîne de commandement a averti le réseau de Serif. L'accident a été arrangé pour ressembler à une défaillance mécanique pendant un exercice d'entraînement. Mais c'était une tentative d'assassinat. Qui vous a prévenu? Le capitaine Strand se pencha en avant. Quelqu'un dans le renseignement qui a reconnu ce qui se passait, quelqu'un qui avait vu ce pattern avant. La voix pausa. Je l'ai aidé à disparaître. Lui a fourni une nouvelle identification. L'a aidé à passer dans l'ombre. Razor a été listé comme une perte au combat. Traumatisé au-delà de la récupération. Renvoyé aux États-Unis pour être euthanasié discrètement. Mais vous l'avez gardé en vie, dit Haskins à Giannis. Le lieutenant hocha la tête. Il est arrivé chez nous comme un transfert. Casse à haut risque. Problèmes comportementaux sévères. Mais son dossier de service était distingué. Nous pensions pouvoir le réhabiliter. Nous n'avions aucune idée que nous empêchions en fait son exécution. Vous lui avez sauvé la vie. Dit Dev, et pour la première fois, sa façade contrôlée se fissura légèrement. Sa voix s'adoucit, sans le savoir, sans comprendre pourquoi. Vous avez sauvé sa vie quand tout le monde avait abandonné, quand les ordres étaient de l'abattre. Vous avez continué d'essayer. Bah, Giannis regarda sa tablette, mal à l'aise avec la gratitude. Le capitaine Strand croisa les bras. Donc, l'homme à la démonstration, celui avec de faux identifiants photographiant l'installation, c'était de la reconnaissance. Le réseau de Serif surveille Razor parce que si je suis vivante et que Razor est vivant, alors les preuves que j'ai collectées pourraient encore exister. Et si ces preuves émergent, elles exposent non seulement Serif, mais tous ceux qui l'ont protégé, des gens dans le renseignement, dans les achats, dans des positions où ils peuvent faire disparaître les problèmes. Est-ce le cas? Demanda Haskins. Les preuves existent-elles encore? Dev rencontra ses yeux. Oui.
L'air nocturne à Fort Bridger portait l'odeur d'herbe coupée et de carburant diesel. Cette combinaison particulière de base militaire de maintenance et d'ordre. Dev était assise sur le sol du chenil sec, le dos contre le mur, la tête de Razor reposant sur ses genoux. Ses yeux étaient fermés, mais sa respiration indiquait qu'il ne dormait pas, juste reposant. Confiant. La porte s'ouvrit. Le Major Haskins entra seul, plus en uniforme de cérémonie. Il avait changé pour des treillis, ressemblant moins à un officier de relations publiques et plus au marine de carrière qu'il avait été avant ce poste administratif. « J'ai parlé à des gens », dit-il en s'asseyant sur le sol en face d'elle. « Des gens très officieux, du genre qui n'existent pas dans les organigrammes. Ils ont confirmé votre histoire. Ils m'ont aussi dit que si vous émergez avec des preuves contre Serif, vous remettrez une cible sur votre dos. Je sais. Ils ont dit que la chose intelligente, la chose sûre serait de laisser tomber. Prenez le contrat que j'ai offert. Travaillez ici discrètement. Vivez une vie normale, ou aussi normale que possible vu les circonstances. Dev caressa les oreilles de Razor, ses doigts bougeant en patterns qui semblaient les apaiser tous les deux. Et Serif continue d'opérer, continue de vendre des armes à des gens qui tuent des Américains, continue d'être protégé par des gens qui devraient savoir mieux. Haskins pausa. Mais si vous vouliez faire quelque chose à ce sujet, je pourrais connaître des gens qui seraient très intéressés par vos preuves, des gens en dehors de la chaîne de commandement compromise, des gens du service d'investigation criminelle de la défense qui construisent des dossiers contre la corruption dans les achats et le renseignement depuis des années, des gens qui s'assureraient que vos informations arrivent à des enquêteurs qui ne peuvent pas être achetés. Dev leva les yeux. Pourquoi m'aidez-vous? La mâchoire de Haskins se serra, un muscle sautant près de sa tempe, parce que j'ai passé 30 ans dans cet uniforme à regarder de bons soldats se faire mâcher et recracher par la politique et la bureaucratie et le genre de lâcheté qui se cache derrière des tampons de classification. Et parce que quand je vous ai vu avec Razor ce matin, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quoi? Un dresseur et un chien qui mouraient l'un pour l'autre. Ce genre de loyauté mérite mieux qu'une seringue. La gorge de Dev se serra. Elle regarda Razor, dont la queue frappa une fois contre le sol en béton. Donc, voici ce qui va se passer, dit Haskins en se levant. Demain matin, il y aura une cérémonie, une démonstration propre, pas le désastre de ce matin, pas de foule publique, juste le personnel de la base. Et vous allez montrer à tout le monde ici ce qu'une vraie équipe K9 ressemble. Monsieur, commença Dev. Ed Haskins continua, parlant par-dessus son objection. Et après cette cérémonie, certaines personnes vont être très intéressées de vous rencontrer. Des agents fédéraux, DC, des gens avec les bonnes autorisations et les bonnes motivations, des gens qui peuvent vous protéger pendant que vous fournissez un témoignage. Ils ont essayé de me tuer une fois. Ils ont essayé quand vous étiez seul. Coradia Haskins. Cette fois, vous aurez une base du corps des marines derrière vous, une protection fédérale et un K9 très motivé qui, en midi, est extrêmement protecteur de son dresseur. La queue de Razor frappa à nouveau, plus fort cette fois. L'arène de démonstration avait l'air différente sans les familles, sans les couvertures de pique-nique et les enfants pressés contre les clôtures. Juste le personnel de la base aligné en formation lâche. Des dresseurs qui avaient passé des mois à essayer de comprendre le comportement de Razor. Du personnel administratif qui avait traité la paperasse recommandant son euthanasie. Du personnel de sécurité qui avait regardé les images de surveillance du chaos du matin. Et dans la section VIP, 3 civils en costume sombre. 2 hommes, une femme. Pas d'armes visibles, mais la façon dont ils se tenaient, la façon dont leurs yeux traquaient les mouvements, la façon dont ils se positionnaient avec des lignes de vue claires sur toutes les sorties, tout en eux criait agents fédéraux. Le Major Haskins se tenait au podium, sa voix portant à travers les terrains sans amplification. Yeah, vous avez assisté à quelque chose qui ressemblait à un échec. Un K9 de combat décoré qui ne pouvait pas être contrôlé. Ce que vous ne saviez pas, ce que je ne savais pas, c'est que vous regardiez un chien qui refusait d'avancer parce qu'il attendait encore son dresseur. Des murmures ondulèrent à travers le personnel assemblé. Haskins les laissa se calmer avant de continuer. Aujourd'hui, vous allez voir à quoi ressemble vraiment cette équipe K9 et vous allez comprendre pourquoi certains liens ne peuvent pas être brisés, même quand des gens puissants essaient. Il hocha la tête vers l'entrée. Dev sortit, pas d'uniforme, juste ses vêtements civils et ses bottes usées. Razor aux pieds parfaits, pas de laisse.
Pas de collier, juste marchant à côté d'elle avec le genre de précision qui vient de milliers d'heures de formation, et quelque chose de plus profond que la formation, la confiance. Les dresseurs le reconnurent immédiatement. C'était différent d'hier. Razor n'était pas juste calme. Il était verrouillé, prêt pour la mission. Ses yeux suivaient chaque mouvement de Dev, sa position corporelle s'ajustant pour matcher la sienne, avant même qu'elle ne donne de commande. Ils se déplaçaient comme des parties du même organisme. Dev s'arrêta au centre de l'arène, fit un signal manuel. Ce qui suivit fut 10 minutes de la démonstration K9 la plus extraordinaire que Fort Bridger ait jamais vue. Des schémas de recherche complexes, exécutés à vitesse. Razor se déplaçant à travers l'espace comme de l'eau, coulant autour des obstacles, vérifiant les coins, identifiant des marqueurs d'explosifs simulés avec des touches de nez si précises qu'elles semblaient répétées, mais ne pouvaient pas l'être parce que les marqueurs avaient été placés au hasard ce matin, des protocoles d'appréhension de suspects, sans équipement de protection. Razor Chargent sur commande, s'arrêtant à quelques centimètres du bras de Dev, tenant la position avec chaque muscle tremblant, mais complètement contrôlé. La menace de violence contenue par rien d'autre que la confiance et la formation. Des réponses médicales où Dev simulait une blessure et Razor passait immédiatement en mode protection, se positionnant entre elle et les menaces perçues, lui permettant d'utiliser son corps comme levier pour se lever, se déplaçant avec elle d'une façon qui suggérait qu'il l'avait fait dans des situations réelles où sa vie dépendait de son soutien. Le personnel regardant était devenu complètement silencieux. Même les agents fédéraux en costume sombre avaient arrêté leur scan environnemental constant pour se concentrer entièrement sur la reine. Puis Dev fit quelque chose qui fit halter plusieurs dresseurs. Elle retira le harnais de travail de Razor, le symbole physique qu'il était en service. Elle gratta derrière ses oreilles, passa sa main le long de son flanc cicatricé, et le libéra avec une commande calme dans cette langue que personne ne pouvait identifier. Razor s'assit, juste s'assit en la fixant. Attendant. Dev marcha 18 mètres plus loin, tourna le dos vers lui. La distance entre eux semblait énorme, symbolique. Elle resta là pendant 3 secondes. 4, 5. Puis elle appela pas fort, juste ferme et clair. Razor, Tikkun. Et Razor vola à travers l'arène, pas en attaquant, pas agressivement. Une joie pure transformée en mouvement. Il la heurta à pleine vitesse, et d'une manière ou d'une autre, elle était prête pour l'impact, parce qu'il l'avait fait 1000 fois dans des endroits où personne regardant n'avait jamais été. Ses genoux plièrent tandis qu'elle le rattrapait, ses bras s'enroulant autour de son cadre massif, tandis qu'il se pressait contre elle. Et chaque personne regardant comprit qu'ils assistaient à quelque chose bien au-delà des protocoles militaires, c'était de la famille. Quand Dev se leva, Razor resta à son côté. Elle fit face au personnel assemblé, son expression neutre, professionnelle, mais sa main reposait sur la tête de Razor, ses doigts bougeant dans ce pattern rythmique, et sa queue remuait avec un enthousiasme qu'il n'avait pas montré depuis son arrivée à l'installation. Les agents fédéraux approchèrent tandis que le personnel commençait à se disperser. Le Major Haskins marcha à côté d'eux. L'agent en chef, la femme, avait des yeux perçants et se portait avec la confiance particulière de quelqu'un qui avait passé des années à construire des dossiers qui mettaient fin à des carrières. Matelot-chef Sai, dit Haskins en utilisant son rang. Ces agents sont du service d'investigation criminelle de la Défense. Ils aimeraient discuter de votre témoignage concernant l'individu et le réseau connu sous le nom de Serif. L'agent étendit sa main. Baramsai, je suis l'agent spécial Reeves. Nous essayons de vous trouver depuis 2 ans. Vos preuves pourraient démanteler l'un des réseaux de trafic d'armes les plus dangereux en opération actuellement. Pourraient exposer une corruption qui atteint nos propres systèmes de renseignement et d'achat. Dev jeta un œil à Razor, puis à l'agent, et après que j'ai témoigné, protection de témoins, nouvelle identité, soutien fédéral complet, assistance à la relocalisation, tout ce dont vous avez besoin pour construire une vie sécurisée pour vous deux. L'agent Reeves posa, jetant un œil à Razor. Je ne suis pas sûr que le programme accommoderait typiquement les animaux dans le sens traditionnel des protocoles de protection des témoins. Vous deux, répéta Dev, sa voix calme mais absolument ferme. Ou pas d'accord. Les 3 agents échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux, le genre de négociation sans mots qui arrive entre des gens qui ont travaillé ensemble assez longtemps pour anticiper les positions des uns et des autres. Enfin, l'agent Reeves hocha la tête. Vous deux, confirma-t-elle, nous ferons en sorte que ça marche. Alors qu'ils commençaient à marcher vers le bâtiment administratif pour commencer les entretiens préliminaires, Breen appela de là où il se tenait avec les autres dresseurs. « Attendez. »
Dev se tourna. Razor se tourna avec elle, parfaitement synchronisés. Breen se mit au garde à vous. Puis, lentement, avec une délibération et un respect visible, il salua, pas le salut décontracté de la courtoisie militaire de routine, le genre de salut réservé au moment qui compte, à la reconnaissance qui transcende le rang, un par un. Chaque dresseur sur le terrain fit de même. Nelani avec ses 12 ans d'expérience, Reese avec son enthousiasme juvénile maintenant tempéré par la compréhension, le personnel administratif qui avait traité la paperasse d'euthanasie, le personnel de sécurité qui avait échoué à la remarquer marchant à travers des zones restreintes, le lieutenant Giannis salua, sa posture rigide transmettant d'une manière ou d'une autre des excuses et du respect simultanément. Même le Dr. Sutter, civile qu'elle était, plaça sa main sur son cœur dans le geste que les civils utilisent quand l'hymne national joue. Le Major Haskins salua un dernier, ses yeux rencontrant ceux de Dev avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Dev resta là, techniquement une civile, techniquement plus obligée de retourner les courtoisies militaires, mais elle le fit. Sa main se leva, pas nette selon le règlement, mais fatiguée et honnête. Le salut de quelqu'un qui avait porté plus que quiconque ne devrait avoir à le faire, et qui tenait encore debout. Et tandis qu'elle quittait le terrain avec des agents fédéraux la flanquant et Razor à son côté, toute la base regardait en silence. Ils avaient assisté à quelque chose qui deviendrait l'histoire que les dresseurs racontaient aux nouvelles recrues pendant des années. Le chien, disait-on, était brisé. Le dresseur, disait-on, était mort. Le lien qui refusait de se briser, peu importe à quel point des gens puissants essayaient de le sectionner. Le lieutenant Giannis se tenait à côté de Nelani, tandis que Dev disparaissait dans le bâtiment administratif. Nelani parla calmement, plus à elle-même qu'à lui. Qui était-elle vraiment? Giannis secoua la tête lentement. Quelqu'un que nous avons échoué à reconnaître quand ça comptait, quelqu'un que nous n'oublierons plus. Le soleil se couchait sur Fort Bridger, jetant de longues ombres à travers l'arène de démonstration. Ou juste des heures plus tôt, une femme et un chien avaient prouvé que certaines vérités ne peuvent pas rester enterrées pour toujours. À l'intérieur du bâtiment administratif, Dev était assise à une table de conférence. Des agents fédéraux ouvrant des ordinateurs portables et préparant l'équipement d'enregistrement pour son témoignage préliminaire. Razor était couché sous la table, sa tête reposant sur ses pieds, sa respiration stable et calme. Lyjan Reeves posa une tablette sécurisée devant Dev, son écran affichant le début d'un formulaire numérique qui commencerait le processus formel d'entrée en protection des témoins et de fourniture de preuves, qui pourrait abattre un réseau international de trafic d'armes. Avant de commencer, dites Reeves, je veux que vous compreniez ce à quoi vous vous engagez. Ce témoignage vous rendra une cible pour des gens avec des ressources significatives et une motivation pour vous faire taire. La protection que nous fournissons est complète, mais elle requiert que vous abandonniez complètement votre identité précédente. Nouveau nom, nouvel emplacement, nouvelle vie. Dev regarda Razor. Ses doigts trouvèrent ce rythme à nouveau, tapotant contre sa cuisse. Tap, tap, pause, tap. Le même pattern qu'elle avait utilisé dans les gradins quand elle l'avait vu pour la première fois, le même pattern qu'elle avait utilisé en zone de combat quand il avait besoin de savoir qu'elle était là, qu'il n'était pas seul. J'ai déjà abandonné mon identité précédente. Dites calmement Dev. Il y a 2 ans, quand ils m'ont déclarée morte, ça rend juste ça officiel. Alors commençons. Et tandis que le soleil tombait sous l'horizon et que la base s'installait dans sa routine du soir, Dev commença à parler d'opérations dans des endroits qui n'existaient pas dans les archives publiques, d'un marchand d'armes dont le réseau avait été protégé par des gens qui auraient dû l'arrêter, de preuves collectées par un dresseur et son chien dans des situations où l'échec signifiait la mort et le succès signifiait devenir trop dangereux pour être laissé en vie. Dans le réfectoire, les dresseurs se rassemblaient pour le repas du soir, mais la conversation n'avait rien à voir avec la nourriture. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu, de commandes qu'ils n'avaient jamais vues dans aucun manuel, d'un chien qu'ils avaient considéré comme brisé, qui s'était révélé être l'un des K9 les plus hautement entraînés qu'ils aient rencontrés, d'une femme qui avait traversé leur sécurité comme de la fumée et révélé en minutes que tout ce qu'ils pensaient savoir sur Razor était incomplet. Breen était assis avec son dîner intact, fixant l'égratignure sur son avant-bras de ce matin. On aurait dit que c'était arrivé il y a des semaines au lieu d'heures. Le chien qui lui avait donné cette égratignure était le même chien qui s'était assis en formation parfaite pour une femme dont la plupart ne connaissaient toujours pas le nom. Elle a fait paraître ça facile. Dit Reese.
Mais ce n'était pas facile. C'était des années de formation, des années de déploiement, des années de confiance construites dans des situations que nous n'expérimenterons jamais. Ça fait réfléchir, dit Nalani. À combien d'autres sont là dehors? Combien d'opérateurs qui ont fait des choses dont nous n'entendrons jamais parler, qui ont été effacés parce qu'ils sont devenus gênants? La question plana sur la table comme de la fumée. Dans la salle de conférence sécurisée, Dev finit son déclaration préliminaire. L'agent Reeves sauva le fichier sur un disque encrypté qui serait transporté physiquement au quartier général du DCIS. Pas de transmission numérique, pas de possibilité d'interception. Les deux autres agents avaient pris des notes sur papier, à l'ancienne, le genre de documentation qui ne pouvait pas être piratée. Nous aurons besoin que vous veniez à Washington, dit Reeves. Déposition complète. Probablement 2 semaines d'entretien avec de multiples agences. Département de la Justice. Inspecteur général. Comité de supervision du Congrès si ça va ou je pense que ça va. Et Razor vient avec vous. Nous avons déjà arrangé un logement temporaire qui accommode un chien de travail. Après la conclusion de l'enquête, nous finaliserons votre relocalisation. Dev hocha la tête. Razor remua sous la table, sentant le changement dans sa posture, indiquant qu'il bougerait bientôt. Madame Sai. Dit Reeves, se penchant légèrement en avant. Ce que vous faites prend du courage. Les gens contre qui vous témoignez ont des ressources, des connexions et une volonté démontrée d'éliminer les menaces. Je veux que vous sachiez que nous prenons votre sécurité au sérieux. Vous ne serez pas seul dans ça. Je n'ai pas été seule depuis 2019. Dit Dev. Regardant Razor, c'est la seule raison pour laquelle j'ai survécu aussi longtemps. Les agents fédéraux partirent en premier, partant dans un véhicule banalisé qui les emmènerait à l'aéroport et retour à Washington pour commencer l'enquête préliminaire. Dev resta dans la salle de conférence avec le Major Haskins. Le bâtiment était calme maintenant. La plupart du personnel partit pour la soirée. Vous pourriez encore vous retirer, dit Haskins. Prendre le contrat, travailler ici, laisser quelqu'un d'autre s'occuper de ses riffs. Pourrais-je? Demanda Dev. Ou continuerait-il à chercher? Continuerait à envoyer de la reconnaissance? Continuerait à essayer de nouer le boudelache que je représente? Haskins ne répondit pas parce qu'ils connaissaient tous les deux la vérité. Le moment où Dev avait marché dans ce chenil, le moment où elle avait démontré des compétences qui la marquaient comme quelque chose au-delà d'un dresseur standard, elle s'était rendue visible. Et visible signifiait vulnérable. Au moins comme ça. Continue, Dev. Peut-être que quelque chose de bon en sort. Peut-être que le réseau de shérifs est démantelé. Peut-être que les gens qui l'ont protégé font face aux conséquences. Peut-être que d'autres opérateurs qui ont été brûlés n'ont pas à rester effacés. C'est beaucoup de peut-être. C'est plus que ce que j'avais hier. Haskins se leva, marcha vers la fenêtre surplombant les terrains de parade. La zone de démonstration était vide maintenant, l'équipement rangé, l'espace retourné à sa fonction habituelle comme champ d'entraînement, mais quelque chose avait changé là aujourd'hui, quelque chose qui ondulerait vers l'extérieur, de façon que ni l'un ni l'autre ne pouvaient pleinement prédire. Pour ce que ça vaut, dit Haskins sans se retourner, je suis content que vous soyez revenu. Je suis content que nous n'ayons pas procédé à ce que nous prévoyons. Je suis content que ces dresseurs aient continué d'essayer quand tout le monde avait abandonné. Dev le rejoignit à la fenêtre, Razor se déplaçant avec elle comme une ombre. Moi aussi, ils restèrent en silence un moment, regardant la base s'installer dans sa routine du soir, des lumières s'allumant dans les baraquements, des patrouilles de sécurité faisant leur ronde, la machinerie ordinaire de la vie militaire continuant comme toujours. Indépendamment des événements extraordinaires qui pouvaient s'être déroulés dans ses limites. Quand partez-vous? Demanda Haskins. Demain matin, Volto, Transport Fédéral. Alors je m'assurerai que vous ayez une escorte appropriée jusqu'à l'aérodrome. Et Dev. Il se tourna pour lui faire face. Merci pour votre service. Pour ne pas avoir abandonné, pour nous avoir fait confiance assez pour revenir quand vous pouviez rester caché. Dev hocha la tête, sa gorge trop serrée pour les mots. Elle et Razor quittèrent la salle de conférence, marchant à travers des couloirs qui avaient été pleins de gens ce matin, mais étaient presque vides maintenant. Leurs pas résonnaient sur les sols polis. Quelque part, une radio jouait doucement, de la musique dérivant d'un bureau où quelqu'un travaillait tard. Ils retournèrent au chenil 7, les quartiers temporaires de Dev pour la nuit. Bien que l'appeler quartier semble faux, c'était encore un chenil, encore du béton et du métal. Et l'odeur de désinfectant. Mais Razor s'installa sur le sol sans hésitation, ne tournant plus en rond, ne tremblant plus avec l'anxiété qui avait défini son comportement pendant 2 ans. Dev s'assit à côté de lui, le dos contre le mur, sa main reposant sur son côté, où elle pouvait sentir son battement de cœur, stable.
calm, le battement de cœur d'un chien qui savait qu'il était exactement où il appartenait. Demain, il volerait à Washington. Demain, elle commencerait le processus de témoigner contre des gens qui avaient essayé de la faire tuer. Demain, elle entrerait dans un système conçu pour la protéger, mais qui requérait qu'elle abandonne les derniers vestiges de l'identité qu'elle avait construite avant que tout s'effondre. Mais ce soir, dans ce chenil de béton, sur une base du corps des marines, où un chien avait été sauvé par des dresseurs qui ne connaissaient jamais sa vraie histoire. Dev et Razor étaient simplement ensemble, dresseur et canin, partenaires, famille. Ses doigts trouvèrent ce rythme à nouveau. Tap, tap, pause, tap. Le pattern qui signifiait « Je suis là, tu n'es pas seul, nous sommes ensemble ». Et la queue de Razor frappa contre le béton en réponse. Une conversation dans une langue que seuls eux deux parlaient couramment. Si vous connaissez quelqu'un dont le service est passé inaperçu, dont le sacrifice s'est produit en silence, dites-lui que son histoire compte. Parfois, les batailles les plus importantes sont menées par des gens dont les noms ne font jamais les nouvelles. Partagez ceci si vous croyez que la loyauté et la vérité méritent de survivre, même quand des forces puissantes essaient de les enterrer. 6 mois passèrent comme de l'eau à travers un tamis, chaque jour se fondant dans le suivant, tandis que Dev s'asseyait dans des salles de conférence avec un éclairage fluorescent et donnait un témoignage qui serait scellé dans des fichiers classifiés pour des décennies. Elle décrivit des opérations dans des pays où les États-Unis n'opéraient pas officiellement. Elle fournit des preuves de transfert d'armes qui impliquaient des gens dont les noms apparaissaient sur du papier à en-tête congressionnelle. Elle guida les enquêteurs fédéraux à travers le réseau intricate que Serif avait construit, chaque connexion cartographiée avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à étudier comment la corruption se déplace à travers des systèmes conçus pour la prévenir. Razor assistait à chaque session, couché sous n'importe quelle table fournie, sa présence stable et apaisante dans des pièces où le poids de ce qu'elle révélait sentait parfois suffocant. Les agents fédéraux tournaient, différents visages, différentes agences, mais l'agent Reeves restait constante, ses yeux perçants et ses questions prudentes, créant une ligne de confiance qui rendait le processus supportable. Il vivait dans une maison sûre en banlieue de Virginie, le genre de quartier où les gens tondaient leur pelouse le samedi matin, et personne ne posait trop de questions sur la femme discrète avec le grand berger allemand qui gardait des horaires irréguliers. La maison avait une cour clôturée où Razor pouvait se déplacer librement, bien qu'il s'aventure rarement loin de là où Dev se trouvait. Les inculpations arrivèrent un mardi matin en fin d'automne. L'agent Reeves appela juste après l'aube, sa voix portant une satisfaction que le protocole professionnel gardait habituellement cachée. Madame Sai, nous avons confirmation. Serif et Quartons co-conspirateurs. Accusations fédérales incluant trafic d'armes. Conspiration, corruption de fonctionnaires gouvernementaux et blanchiment d'argent. Votre témoignage a été instrumental. Dev était assise à la table de la cuisine, son café refroidissant dans ses mains. Et les gens qui ont essayé de l'enterrer, ceux qui ont donné l'ordre de retrait, sous enquête par l'inspecteur général, ça prendra du temps. Ces choses prennent toujours du temps quand elles impliquent des gens avec ce niveau d'autorisation. Mais la justice avance, lentement mais avance. Merci. Non, merci à vous. Reeves pausa. Ce que vous avez fait était dangereux. Ce que vous continuez de faire en existant publiquement est dangereux. Mais vous avez fait le bon choix. Après la fin de l'appel, Dev regarda Razor, qui avait sa tête reposant sur ses pieds sous la table, sa position habituelle quand elle était immobile. On l'a fait? Mon garçon. Sa queue frappa contre le sol de la cuisine, un son qui était devenu la bande-son de leur nouvelle vie. Pas la joie explosive de la réunion, juste le contentement stable d'un chien qui savait qu'il était à la maison. Il y eut un coup à la porte 3 jours plus tard. Dev se tendit, sa main se dirigeant instinctivement vers l'arme de service que le détail de protection fédérale lui avait fournie. Bien que Razor ne montre aucune alarme, son manque de réaction signifiait que quiconque était dehors avait été autorisé. Attendu, sûr. Elle ouvrit la porte pour trouver le Major Haskins debout sur son porche en vêtements civils, retraité comme il avait mentionné qu'il le serait. Il avait l'air différent sans l'uniforme, plus petit d'une certaine façon, bien que sa posture porte encore ce port militaire qui ne disparaissait jamais complètement. Major, dit-elle, puis se corrigea. Désolé, Cordell Maintenant. Au Cord. La retraite est officielle depuis 2 mois.
Il lève un dossier, mais avant de partir, je me suis assuré que quelque chose soit pris en charge. Ils s'assirent dans son salon, Razor se positionnant entre eux d'une façon protectrice mais pas agressive. Haskins ouvrit le dossier et étala des documents sur la table basse. En-tête militaire officielle, ceux du département de la Défense, pages qui représentaient des mois de navigation bureaucratique, restauration de votre statut de libération honorable, expliqua Haskins. Tous les bénéfices militaires réintégrés. Arriéré de paiement pour les 2 ans où vous étiez officiellement morte. Couverture médicale. Bénéfices éducatifs, si vous les voulez. Tout ce qu'ils vous ont pris. Dev prit l'un des documents. Sa vision se brouilla légèrement tandis qu'elle lisait son propre nom, Sonrang. Ses dates de service corrigées pour refléter la vérité au lieu d'une fiction pratique. Il y a autre chose. Haskins sortit une photographie. C'était de la cérémonie à Fort Bridger. David Razor en pleine démonstration. Se déplaçant en parfaite synchronisation, l'image avait été imprimée professionnellement. Le genre de qualité généralement réservé aux portraits militaires formels. À Aubas, quelqu'un avait écrit en écriture soignée qui ressemblait à de la calligraphie Matelot chef de première classe de Vorasai. USN. Dresseur K9. Guerre navale spéciale. Nomade n'a jamais arrêté de servir. Qui a écrit ça? Demanda Dev, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Votre ancienne équipe, ceux qui connaissaient la vérité sur ce qui s'est passé, ceux qui ont veillé de loin pour s'assurer que vous restiez en sécurité. Il fouilla dans sa veste et sortit une pièce de défi, un signe d'opération spéciale, le genre donné seulement à ceux qui l'avaient gagné, de façon qui ne pouvait pas être discutée publiquement. Ils voulaient que vous ayez ça aussi. Dev prit la pièce avec des mains tremblantes. Elle était plus lourde qu'elle ne s'y attendait, du métal solide qui attrapait la lumière de la fenêtre. Elle la tourna, lissant l'inscription au dos. Tikkun, le mot qu'elle avait dit à Razor dans ce chenil, le mot qui signifiait réparation. Restoration, le concept hébreu de guérir un monde brisé. Comment connaissait-il ce mot? Demanda-t-elle. Parce qu'ils étaient là. Dites calmement Haskins, quand vous aviez besoin d'extraction, quand l'opération a déraillé et que des gens ont essayé de s'assurer que vous ne reveniez pas, ils étaient ceux qui vous ont sorti, ils ont veillé sur vous depuis, même quand vous ne le saviez pas. Dev ferma les yeux, submergée par le poids de la loyauté qu'elle pensait disparue, un soutien qu'elle avait assumé évaporé avec sa mort officielle. Razor se pressa contre sa jambe, sentant son état émotionnel, fournissant l'encre physique qu'il avait toujours été. Il y a une chose de plus. Dit Haskins, une offre d'emploi. Le DCIS a besoin de quelqu'un pour développer des protocoles K9 pour les détails de protection et la sécurité des témoins. Quelqu'un qui comprend la sécurité opérationnelle au niveau les plus élevés. Quelqu'un qui peut entraîner des dresseurs à travailler avec des chiens dans des situations où les protocoles standards ne sont pas adéquats. Il glissa un autre document sur la table. Conditions de contrat. Sale liar. Bénéfice. Le genre de position qui représentait un vrai avenir. Pas juste la survie. Vous et Razor. Continua Haskins. Si vous êtes prête, pas de pression, pas de délai. Juste une opportunité si vous la voulez. Dev regarda les documents étalés sur sa table basse. Reconnaissance officielle d'un service qui avait été effacé, compensation financière pour des années passées en limbo, une pièce de défi de coéquipier qui ne l'avait jamais oublié, un emploi qui lui permettrait d'utiliser tout ce qu'elle avait appris de façon qui pourrait aider les autres à éviter ce qu'elle avait enduré. J'y réfléchirai, dit-elle. C'est tout ce que quiconque peut demander. 3 semaines plus tard, Dev se tenait dans un champ ouvert à une installation d'entraînement rural, en dehors de Washington. Le soleil du matin tôt brûlant le brouillard au sol. Elle lança un item d'entraînement à travers l'herbe, un sac en toile lestée qui simulait des matériaux explosifs pour le travail de détection. Razor. Zouk, commanda-t-elle. Le mot était du néerlandais, la langue dont de nombreuses commandes K9 militaires dérivent. Bien que sa prononciation porte des inflexions d'autres langues, le système de communication hybride qu'elle et Razor avaient développé sur des années de travail, dans des endroits où les protocoles standards n'étaient pas suffisants. Razor éclata en mouvement. Des foulées puissantes dévorant la distance, son nez travaillant l'air et le sol simultanément. Il trouva l'item en seconde, le toucha avec son nez dans l'indication entraînée et le ramena à sa main avec la précision d'une machine exécutant des instructions programmées. Sauf que ce n'était pas de la programmation. C'était du partenariat. Bon garçon, dit Dev, s'agenouillant pour gratter derrière ses oreilles. Bon garçon. En vain s'arrêta près du bord du champ.
Les portes s'ouvrirent et 6 personnes en sortirent, tous portant des vêtements tactiques similaires, tous se déplaçant avec la conscience particulière d'agents fédéraux ou de personnel militaire. De nouveaux dresseurs en formation, apprenant des protocoles pour des équipes K9 qui travailleraient des détails de protection pour des témoins, diplomates, enquêteurs opérant dans des environnements à haute menace. Dev leur fit signe d'approcher. Ils s'approchèrent prudemment, les yeux sur Razor, qui était assis calmement à son côté, mais dont la taille et l'apparence cicatrisée commandaient encore le respect. Une jeune femme, peut-être 24 ans, traîna légèrement. « Est-il sûr ?» demanda-t-elle. Dev sourit, l'expression petite mais génuine. « Plus sûr que vous, plus intelligent aussi. Il lira les menaces avant que vous ne les voyiez. Réagira aux dangers que vous n'avez pas encore identifiés. Respectez-le et il vous sauvera la vie un jour. » La session d'entraînement dura 3 heures. Dev les guida d'abord à travers des protocoles de détection de base, puis passa à des scénarios plus complexes. Comment travailler un chien dans des environnements bondés où les menaces pouvaient émerger de n'importe quelle direction? Comment lire des changements subtils dans le langage corporel d'un chien qui indiquent des signatures chimiques que les humains ne peuvent pas détecter? Comment maintenir la sécurité opérationnelle tout en utilisant un animal qui attire naturellement l'attention? Elle leur enseigna le système de commande hybride, pas la version complète classifiée qu'elle et Razor utilisaient, mais un protocole adapté qui leur donnerait de la flexibilité dans des situations où les commandes standards pourraient être compromises. Elle démontra comment construire la confiance avec un chien de travail, comment la maintenir sous stress, comment reconnaître quand un chien était submergé et avait besoin de soutien plutôt que de correction. Les dresseurs regardaient avec l'intensité de gens qui comprenaient que ce n'était pas juste intéressant, c'était potentiellement salvateur. Ils prirent des notes sur du papier imperméable. Ils enregistrèrent de la vidéo sur des dispositifs sécurisés. Ils posèrent des questions qui révélaient qu'ils avaient fait leur devoir, étudier son background autant que leurs autorisations le permettaient. Quand la session se termina et que les dresseurs rangèrent leur équipement, la jeune femme qui avait demandé si Razor était sûre approcha Dev. « Je m'appelle l'agent Kira Moss. Je suis assignée à un détail de protection pour un témoin fédéral témoignant contre le crime organisé. Vos protocoles seront ce qui gardera ce témoin en vie. » Dev hocha la tête. Le poids de cette responsabilité lui semblait familier. Alors faites attention, faites confiance à votre chien. Et rappelez-vous que les commandes sont juste des outils. La vraie communication se passe dans l'espace entre les mots. L'agent Moss hésita, puis posa la question que Dev pouvait voir qu'elle retenait. Est-ce vrai que vous avez été déclarée morte? Que vous et votre chien avez été effacés des dossiers officiels? Oui. Et vous êtes revenu quand même. Vous avez témoigné même si ça vous mettait à risque à nouveau. Dev regarda Razor, qui la regardait avec ce regard stable, qui transmettait une compréhension au-delà de ce qui devrait être possible pour un animal. Je suis revenu parce que certaines vérités sont trop importantes pour rester enterrées, et parce qu'il ne m'a jamais abandonnée. Je ne pouvais pas l'abandonner. Tandis que le van partait, soulevant de la poussière qui attrapait la lumière du matin, Dev resta dans le champ. Le soleil avait pleinement dégagé l'horizon maintenant. La journée se réchauffant en ce genre d'après-midi automnal qui faisait sentir la campagne de Virginie presque paisible, elle sortit la pièce de défi que Haskins lui avait donnée, la tournant dans ses doigts, sentant son poids. Razor s'appuya contre sa jambe, une présence solide qui était devenue si fondamentale à son existence qu'elle ne pouvait imaginer fonctionner sans elle. Elle pensa aux 6 derniers mois, aux témoignages, à l'enquête, à la lente machinerie grinçante de la justice qui semblait inadéquate mais qui avançait encore. Elle pensa à Fort Bridger, au dresseur qui avait gardé Razor en vie quand les ordres étaient de l'abattre, à un commandant de base qui avait risqué sa réputation pour aider quelqu'un que le système avait jeté. Nous aurions pu rester cachés, dit Dev calmement, parlant à Razor comme elle le faisait souvent quand ils étaient seuls. Aurions pu disparaître, changer nos noms, déménager quelque part de remote, vivre nos jours en anonymat. La queue de Razor remua lentement, un métronome marquant le temps. « Mais tu ne m'aurais pas laissé, n'est-ce pas ?» continua Dev. « Tu m'as retrouvé, même quand ils disaient que tu étais brisé, traumatisé au-delà de la récupération. Dangereux, même quand des dresseurs professionnels ont abandonné. Tu attendais, croyant que je reviendrais. » Elle enroula son bras autour de lui, sentant la montée et descente stable de sa respiration, la chaleur de son corps contre le sien. Je suppose que certains liens ne se brisent pas, peu importe à quel point ils essaient, peu importe combien de gens disent que c'est impossible. Certaines choses sont plus fortes que la paperasse, plus fortes que les ordres, plus fortes que la peur.
Razor tourna sa tête pour la regarder, et dans ses yeux ambrés, elle vit le reflet de tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Des opérations en territoire hostile où son nez avait sauvé leurs 2 vies, le moment où les ordres sont venus de se retirer et qu'elle avait choisi le principe sur l'obéissance, l'accident d'entraînement qui n'en était pas un, 2 ans de séparation qui auraient dû sectionner leurs liens, mais d'une manière ou d'une autre ne l'avaient pas fait. La réunion dans un chenil, où un chien que tout le monde disait au-delà de l'aide l'avait reconnu en secondes. Ses doigts se trouvèrent ce rythme contre son côté. Tap, tap, pause, tap, le pattern qui était devenu leur langue privée. Le signal qui signifiait « Je suis là, tu n'es pas seul, nous sommes ensemble ». Et la queue de Razor frappa en réponse. Une conversation dans un code que seuls eux parlaient couramment. Le soleil grimpa plus haut. Le téléphone de Dev vibra avec un message de l'agent Reeves, confirmant la prochaine session d'entraînement. Un autre groupe de dresseurs, une autre opportunité de transmettre des connaissances qui pourraient sauver des vies, un autre petit pas vers le genre d'avenir qu'elle avait cessé de croire possible quand il l'avait déclarée morte et essayé de le rendre permanent. Elle se leva, et Razor se leva avec elle, se déplaçant dans cette façon synchronisée qui ne cesserait jamais d'être remarquable pour les gens qui l'assistaient. Ils marchèrent vers le parking de l'installation où sa voiture attendait, vers la maison sûre qui devenait moins maison sûre et plus maison avec chaque jour passant. Demain, il y aurait plus de sessions d'entraînement, plus de témoignages à préparer, plus de travail à faire dans l'enquête en cours qui continuait d'expander alors que chaque fil menait à plus de connexions. Mais ce soir, il n'y avait que ce dresseur et ce chien, partenaires au sens le plus vrai, incassables, invaincus, ensemble. Si la loyauté de quelqu'un vous a déjà sauvé, si quelqu'un a refusé d'abandonner sur vous quand tout le monde l'a fait, honorez ce lien. Partagez cette histoire pour chaque vétéran qui est rentré dans le silence, chaque canute qui a servi sans reconnaissance, chaque partenariat qui se révèle plus fort que les forces essayant de le briser. Certaines histoires méritent d'être souvenues, non parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles nous rappellent ce qui est possible quand nous refusons de nous abandonner mutuellement. Abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de courage discret et rappelez-vous que les liens que nous forgeons dans l'adversité deviennent souvent les fondations sur lesquelles nous nous tenons quand tout le reste tombe.